Ma chère Isabelle, tu es directrice générale de la CEDEC de Québec, qui est un organisme qui met sa créativité au service de la collectivité en soutenant l'entrepreneuriat collectif avec des projets qui ont vraiment un impact positif. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi la CEDEC et c'est quoi exactement l'entrepreneuriat inclusif? En fait, la CEDEC a une mission, c'est la Corporation de développement économique communautaire, là, CEDEC étant l'acronyme. C'est quoi le développement économique communautaire? C'est d'utiliser en fait les leviers économiques, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'emploi, que ce soit d'autres types de leviers économiques pour développer une collectivité. Donc, le développement économique communautaire, c'est le développement économique de notre communauté sur le plan local. Donc, on est dans un entrepreneuriat d'impact. En fait, l'entrepreneuriat que nous, on veut soutenir, c'est l'entrepreneuriat qui a un impact positif dans sa communauté. On fait beaucoup d'entrepreneuriat collectif, donc tout ce qui est les entreprises d'économie sociale, mais on a aussi un regard sur la vitalité de notre territoire et sur l'inclusivité en économie, parce que ce à quoi la CEDEC aspire, c'est de réduire les inégalités sociales puis de faire en sorte que dans notre communauté, tout le monde puisse jouir d'une qualité de vie, puis de se réaliser comme être humain. L'énoncé de positionnement de la CEDEC, c'est la fabrique d'impact collectif. Puis je pense que ça témoigne bien de ce qu'on veut être. L'entrepreneuriat inclusif, pour répondre à ta deuxième question, Kim, pour moi, l'entrepreneuriat au Québec, c'est d'abord un entrepreneuriat de très petites entreprises. Hein. La majorité de notre tissu économique est composé, on dit souvent les PME, mais c'est beaucoup des TPE, des très petites entreprises. Le nombre d'entreprises de moins de 10 employés, ça avoisine 50% des entreprises. Donc, l'entrepreneuriat inclusif, c'est de dire, il faut que tous ceux qui portent des ambitions entrepreneuriales, peu importe la nature de l'ambition entrepreneuriale, puissent trouver les leviers pour réussir leur projet. Puis peu importe ce qui les motive. Puis à la CEDEC, l'entrepreneuriat inclusif, ça veut dire aussi l'entrepreneuriat de la diversité. Hein? On parle beaucoup d'équité, diversité, inclusion. La CEDEC s'inscrit dans cette mouvance-là depuis 2018 à peu près. Et on a commencé à parler d'entrepreneuriat inclusif en parlant d'entrepreneuriat des femmes. Les femmes entrepreneurs, elles entreprennent pas nécessairement dans les secteurs qu'on dit à très forte valeur ajoutée. Elles entreprennent beaucoup dans le secteur des services. Elles entreprennent beaucoup dans le secteur commercial, dans le secteur de la consommation. Il y a peu de femmes entrepreneurs dans le secteur manufacturier, par exemple, ou dans les secteurs à forte composante technologique, ce qu'on appelle les start-up à fort potentiel de croissance. Euh, et entre 2018 et 2021, on s'est beaucoup intéressé à c'est quoi qui freine l'entrepreneuriat des femmes. Pourquoi elles sont moins présentes en entrepreneuriat? Pourquoi elles se sentent moins bien accompagnées en entrepreneuriat? Et on a découvert qu'être une femme entrepreneur, c'est une chose. Être une femme entrepreneur vivant avec un handicap, c'est autre chose. Être une femme entrepreneur d'une minorité visible, par exemple, c'est d'autres freins. Et que ces freins-là, ils se cumulent. Et là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut aider, puis on s'est rendu compte, moi je connais bien l'écosystème entrepreneurial au Québec, j'ai longtemps œuvré dans des organismes de développement économique plus traditionnels et je me suis rendu compte que les gens qui portaient d'autres types d'entrepreneuriat, qui entreprenaient par nécessité quelquefois, qui entreprenaient à temps partiel, comme les mompreneurs, qui est une nouvelle, tu sais, les mamans qui fondent des entreprises liées à leur réalité de parents, qui avaient toutes sortes de types d'entrepreneuriat au Québec. Et que ces formes-là d'entrepreneuriat puis d'ambition entrepreneuriale-là étaient très peu valorisées dans notre écosystème. Et c'est à ça que la CEDEC veut s'attaquer. On a lancé il y a quelques mois un projet qui s'appelle Vers un écosystème entrepreneurial plus inclusif et égalitaire, où là, on s'est donné l'ambition
euh, de faire prendre conscience aux gens qui accompagnent ces entrepreneurs-là, aux gens qui décident des programmes de soutien aux entrepreneurs, des programmes de financement, que ils ont peut-être des visions de l'entrepreneuriat un petit peu trop limitées pour que toutes les ambitions entrepreneuriales puissent éclore au Québec. Donc, c'est un peu l'ambition qu'on s'est donnée. C'est un projet de 2 ans. On révolutionnera pas tout en 2 ans, mais on veut semer la graine pour dire, on peut-tu voir l'humain derrière l'entrepreneur? C'est un peu ça qu'on veut promouvoir. Vous avez été les premiers, en fait, pour moi, quand j'ai commencé à faire, j'avais jamais utilisé le terme entrepreneuriat inclusif. J'avoue, depuis le début de 2025 et en faisant mes recherches sur le sujet, vous allez les premiers, en fait, qui ont été vraiment dans l'action. On voit que la BDC avait donné beaucoup d'argent, de financement par rapport à l'entrepreneuriat inclusif, mais tout de suite, on voit la CEDEC de Québec aussi dans les moteurs de recherche qui dit, ben nous, on est déjà dans l'action par rapport à des initiatives concrètes. De parler d'un projet que vous avez fait, mais vous aviez commencé quand même plus tôt, avant même qu'on commence à dire ce terme-là. C'est juste que ça s'est supposément défini par la suite. Je dirais quel constat que vous avez fait qui vous a le plus marqué en rencontrant des gens de différentes sphères entrepreneuriales avec des projets plus d'impact, puis justement des entrepreneurs qui sont dans des minorités euh, visible. Qu'est-ce qui vous a plus frappé? Ouais. Ben, je voudrais pas non plus que la CEDEC, peut-être qu'on s'est un peu approprié l'entrepreneuriat inclusif comme libellé ou on l'a nommé comme tel. On n'a absolument pas été les premiers. Ça fait longtemps qu'on parle d'entrepreneuriat Ah, féminin, d'entrepreneuriat autochtone, d'entrepreneuriat de la diversité. Il y en a d'autres que nous qui en avons c'est vrai. parlé. Kim, tu es active sur cet enjeu-là toi-même depuis 2 ou 3 ans aussi. Euh, mais je pense que l'approche nouvelle de la CEDEX, c'est de prendre ces diversités-là dans leur ensemble. Oui, C'est de c'est dire, ça. on ne fait pas on ne parle pas que de l'entrepreneuriat des femmes, on ne parle pas que de l'entrepreneuriat des personnes autochtones ou des personnes immigrantes ou des personnes handicapées ou vivant avec un handicap. On parle d'entrepreneuriat inclusif, de la diversité, parce qu'on est dans une perspective qu'on appelle intersectionnelle. C'est-à-dire qu'on est dans le cumul de un individu, c'est pas juste une femme, c'est pas juste une personne immigrante, c'est pas juste une personne vivant à 28 ans, on est une multitude d'identités comme individu. C'est-à-dire comme on peut voir l'humain derrière l'entrepreneur. Puis c'est un peu ça l'entrepreneuriat inclusif. Bon, en économie sociale, nous, on dit toujours qu'on place l'humain au centre des préoccupations plutôt que c'est une économie qui va maximiser l'impact sur l'être humain plutôt d'essayer de maximiser le profit. On avait peut-être une longueur d'avance sur cette vision-là de dire comment on peut voir l'humain dans toute sa complexité être un entrepreneur. Maintenant, qu'est-ce qui m'a le plus frappé? Il y a 2 choses qui me frappent. D'abord, de voir à quel point il y a des freins qui sont liés à la condition d'une personne, même en entrepreneuriat. Parce qu'on se dit, en entrepreneuriat, c'est le projet d'affaires qui prime. Hein? C'est pas censé être l'individu qui prime quand tu es devant un banquier ou quand tu es devant un accompagnateur ou quand tu es devant, c'est ton projet d'affaires, c'est la valeur de ton entreprise, c'est la pertinence de son produit, de son service. On pense que c'est ça. Mais au final, c'est aussi l'humain que tu as devant toi. On évalue, est-ce qu'elle est investie totalement dans son projet ou pas? Est-ce qu'elle le fait par nécessité ou simplement parce qu'elle veut un gagne-pain puis qu'elle n'aura pas assez d'ambition entrepreneuriale quand les difficultés vont venir dans son entreprise? Puis on s'est rendu compte que les gens avaient plein de ces préjugés-là liés à l'être humain qui est devant eux ou quelqu'un qui vient d'arriver récemment au Québec qui comprend peut-être pas comment ça fonctionne l'entrepreneuriat ici, la fiscalité, etc. Puis on juge qu'il part avec 2 prises au bâton sur son projet entrepreneurial parce qu'il y a un gap culturel. Puis on s'est rendu compte que que les femmes prenaient pas les risques de la même manière que les hommes aussi. Donc, c'est tout ça qu'on a découvert dans des freins qu'on dit systémiques.
Des programmes, par exemple, je te donne un exemple. Les femmes entrepreneurs entreprennent normalement plus vieilles leur carrière d'entrepreneur. Hein? Combien on a de programmes au Québec qui subventionnent ou qui accompagnent des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans? En partant, c'est discriminant pour les femmes et beaucoup aussi pour les personnes issues de l'immigration. Parce que les personnes immigrantes arrivent, bon, quand ils arrivent ici, leur projet d'immigration les amène souvent à arriver vers l'âge de 30 ans. Ils vont stabiliser leur arrivée, ils vont se réorganiser en arrivant ici, ils vont peut-être entreprendre un petit peu plus âgés. Fait que là, on dit un nouvel entrepreneur, est-ce que c'est nécessairement un jeune de moins de 35 ans? Pas nécessairement. Donc, quand on met en place des programmes qui discriminent en fonction de l'âge, ben, ça devient un frein qui est plus systémique pour les femmes, les personnes immigrantes. Les femmes vont souvent entreprendre après qu'elles aient fondé leur famille, après qu'elles aient, tu sais, bon. Donc, on dit qu'en moyenne, les femmes commencent à entreprendre vers 35, 36, 36 ans, 37 ans. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on ne voit pas, puis on se sont mis en place pas pour nuire, mais il y a des freins systémiques, puis il y a une vision, puis il y a des présomptions dans la tête des gens qui évaluent des entreprises qui sont liées à l'individu et qui sont pas liées uniquement au projet d'affaires. Fait que ça nous a frappé. On s'est dit, il faut adresser ce problème-là. Excuse, j'ai utilisé un anglicisme, adresser un problème, mais il faut s'attaquer à ces enjeux-là. Ce qui m'a aussi surpris quand on a lancé le projet, c'est que je m'attendais à de la résistance dans l'écosystème entrepreneurial. Je m'attendais à ce que les gens en développement économique me disent, ben, nous autres, nos programmes, nos services sont ouverts à tout le monde. Être un entrepreneur, que tu sois une femme, une personne immigrante, une personne qui vit avec un handicap, ou être entrepreneur, c'est être entrepreneur. On fait tous face aux mêmes défis, puis nos programmes sont ouverts à tout le monde, puis on n'a pas besoin d'avoir une approche différenciée. Je m'attendais à ça. Euh, et la réceptivité qu'on a actuellement dans l'écosystème de développement économique est pas du tout celui-là. Au contraire, c'est oui, il faut qu'on fasse mieux les choses. Oui, le visage de l'entrepreneuriat change au Québec. Et si on veut être encore pertinent comme organisme de soutien entrepreneurial dans 10 ans, il va falloir qu'on change nos pratiques parce que les entrepreneurs, ils changent. Ils portent pas les mêmes ambitions non plus. Puis je regarde à la nouvelle génération d'entrepreneurs, ils portent pas l'ambition d'avoir les plus grosses entreprises qui font le plus d'argent. Ils veulent un entrepreneuriat qui fait du sens dans leur vie, qui fait du sens socialement, qui a un impact le plus positif ou le moins négatif possible sur l'environnement. Donc ça aussi, ça fait en sorte qu'il faut qu'on révise un peu ce qui pour nous est le succès entrepreneurial. Le succès entrepreneurial, à mon avis, il va se définir autrement dans les 10 prochaines années. Puis comment Et vous, ça, ben, les entrepreneurs de la diversité, ils le portent déjà, cette ambition-là différente. Tu sais. comment vous accompagnez ces organisations-là, justement, qui ont besoin d'aide pour adapter leur programme? Donc, la CEDEC de Québec offre quand même des services pour ces organisations-là. Quel genre d'informations que vous allez leur transmettre? Ben, on a une programmation assez complète qui s'offre aux organisations de développement économique et aux organisations de financement et d'accompagnement entrepreneurial. Ça passe beaucoup par de la formation. On va offrir une formation sur l'accompagnement entrepreneurial inclusif pour leur faire prendre conscience justement des freins systémiques qui existent dans notre manière d'accompagner. On a une formation sur le leadership inclusif aussi pour essayer aussi de transformer les cultures organisationnelles, parce que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'on fait les choses depuis tellement longtemps de cette manière-là et dans les mêmes paradigmes qu'on n'arrive pas toujours à voir autrement. Et il faut que ça parte d'en haut. Il faut qu'il y ait une vraie volonté d'amélioration, puis de changement, puis d'introspection organisationnelle, je vais le dire comme ça. Donc, notre atelier sur le leadership inclusif, il vise beaucoup les directions générales de ces organisations-là pour les faire comprendre qu'il faut qu'ils fassent évoluer leur organisation, puis qu'ils appuient les gens à l'intérieur de leur organisation, qui sont des accompagnateurs qu'on va former, mais qui valorisent
cette amélioration-là des pratiques, puis qui ne freinent pas le changement. Parce que ce qu'on veut créer, c'est des agents de changement à l'intérieur de ces organisations-là. Donc, on a ces deux formations-là. On va offrir aussi de la formation sur la communication inclusive. Donc, quand les gens ne se reconnaissent pas dans une organisation, c'est souvent dans l'univers communicationnel qu'ils ne se reconnaissent pas. On Kim, prend par, tu par vis avec exemple le juste le handicap. mot, j'ai eu un exemple, ben, juste le mot handicap. Le mot handicap en soi n'est pas mentionné dans aucun programme et ça, c'est déjà, on faut le normaliser, ce mot-là, handicap, que ce soit normal. Donc, si c'est un programme même immigration, de programme immigration, de financement pour entrepreneurs immigrants ou quoi que ce soit, mais de dire que vous acceptez les personnes en Oui, situation de handicap, de le nommer, oui. ça change Ben, ces les personnes-là de gens se sentent interpellés. Les gens se sentent interpellés quand on parle d'eux, tu sais. Quand on les invisibilise dans notre communication, mais c'est normal qu'ils se sentent pas interpellés par nos organisations. Donc ça, c'est important. Les gens trouvent que c'est une question un peu futile, la communication, l'écriture inclusive, mais en fait, non. Puis la communication inclusive, c'est pas juste la manière dont on écrit nos phrases, puis qu'on nomme les choses. C'est qu'est-ce qu'on met de l'avant aussi comme entrepreneur. Euh, qui on amène sur nos panels événementiels? Est-ce que c'est toujours le même modèle d'entrepreneur, le même modèle de réussite, le même, je vais le dire, le même monsieur qui a créé une entreprise techno, qui engage maintenant 1600 employés dans 12 pays à travers le monde? C'est-tu ça qu'on met de l'avant comme succès entrepreneurial, où on met une diversité d'ambition, une diversité de types de personnes sur nos panels, dans nos événements, dans nos communications, dans nos témoignages. Donc, c'est tout ça. Puis les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Puis moi, j'ai toujours envie de leur dire, ben, quand on a des modèles, ça change quelque chose. Puis je vais utiliser une image de hockey. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de petites filles qui veulent jouer au hockey que depuis qu'on a une équipe qui s'appelle la Victoire de Montréal. On a donné de la visibilité au hockey féminin et aujourd'hui, on crée des ambitions chez les enfants, chez les jeunes filles qui veulent jouer au hockey puis qui se disent, hey, je peux réussir là-dedans. Fait que cette image-là, si vous voyez les inscriptions de filles dans les ligues de hockey junior, puis aujourd'hui, c'est phénoménal. Donc, c'est ça aussi la communication, puis c'est ça mettre de l'avant d'autres types de succès entrepreneurial, ça a un réel impact. Donc, on donne une formation là-dessus. On va faire du théâtre forum aussi. Ça, Oui, j'ai c'est participé. oui. Donc, tu as participé au développement des CNF qui vont être offertes. Puis ça, c'est un outil qui est hyper intéressant, le théâtre forum, parce que on va jouer avec des amateurs, des scènes de la vie quotidienne d'un accompagnateur en entrepreneuriat devant un entrepreneur de la diversité. Puis c'est le fun parce qu'on a travaillé avec la diversité, la neurodiversité, la diversité ethnoculturelle. On a travaillé avec toi pour les entrepreneurs qui vivent avec un handicap. Fait qu'on on a multiplié les types de diversité, puis là, on crée des petites scènes de comment ça se passe, puis comment ça se passe dans Mais c'est une très version réaliste. pas très inclusive de l'accompagnement. Donc, on joue ces scènes-là devant les participants, puis après ça, on leur demande d'avoir une discussion sur avez-vous remarqué des choses qui n'étaient pas inclusives dans ce qui s'est dit devant vous? Puis là, il y a un échange de groupe sur comment ça aurait pu être mieux, puis on va demander aux participants de venir de manière volontaire, de venir rejouer la scène autrement, de manière plus inclusive sur la base de l'échange de groupe qu'on aurait eu. Donc, ça devient quelque chose de vraiment, on intériorise parce que ça devient, on y participe à cet accompagnement-là plus inclusif à la fin de l'exercice. Donc, on aura euh, des activités de théâtre forum. Puis, évidemment, on a publié des guides, guides sur l'accompagnement inclusif, guides sur la communication inclusive. On a un parcours virtuel qui est plus de sensibilisation aux enjeux de la diversité et de l'inclusion. Et toutes ces activités-là sont offertes gratuitement aux organismes d'accompagnement entrepreneurial. Et là, on a déjà beaucoup d'organisations qui se sont engagées.
On a le réseau des SADC. Il y a 67 sociétés d'aide au développement des collectivités à travers le Québec. On a le réseau, le mouvement des accélérateurs, incubateurs d'innovation du Québec, l'AMIN, qui aussi s'est engagé dans le projet à faire la promotion auprès des organismes qui sont membres. Donc, on a un certain engouement dans la communauté entrepreneuriale, dans l'écosystème entrepreneurial de soutien. Et ça, moi, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que le milieu était plus conservateur, puis il allait être plus réfractaire, il allait être moins enclin à se remettre en question, mais pas du tout. On a vraiment une belle réceptivité sur le terrain. Puis ça, je suis très contente de ça. On parle J'aime ça. beaucoup d'innovation, on parle beaucoup d'adaptation aussi, beaucoup dans l'économie actuelle qui est un peu incertaine. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça que les gens commencent à accepter qu'ils n'auront pas le choix de s'adapter ou de revoir leur façon de faire, d'encourager l'entrepreneuriat là où ils n'ont jamais mis leurs efforts? Oui, ben, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais je pense que la pandémie a eu quelque chose de révélateur aussi sur le plan économique. Puis là, on vit une autre difficulté avec la guerre tarifaire, mais tout ça relève un peu du même esprit. Tu sais, nos chaînes d'approvisionnement qui sont mondialisées, est-ce qu'on s'est un petit peu trop éloigné d'une production plus locale, de nos marchés plus locaux pour être moins dépendants des grands mouvements géopolitiques, etc. Fait que oui, il y a de ça, mais ce qu'on a réalisé aussi, je pense, dans la pandémie, c'est que peu de grandes entreprises ont arrêté de fonctionner pendant la pandémie. C'est notre économie de la qualité de vie qui a arrêté de fonctionner. Nos commerces de quartier, nos institutions culturelles, nos cinémas, nos dépanneurs du coin, nos cafés, nos petits restos. Moi, je dis souvent, on ne travaille pas pour travailler. On travaille pour se procurer de la qualité de vie. Et même si on travaille tous, on continue tous ou à peu près tous à travailler derrière nos écrans, on est drôlement malheureux quand on n'a pas cette économie-là de la qualité de vie qui va bien et qui nous nourrit comme être humain. Si je gagne 100 dollars, c'est pour aller le dépenser avec des amis au resto, avec ma famille au parc ou dans des manèges. C'est pour ça que l'économie existe, c'est pour procurer aux êtres humains de la qualité de vie. Et cette économie-là, elle a été beaucoup, beaucoup mise à mal pendant la pandémie. On a toujours eu, puis elle a peiné à s'en sortir, même quand tout ça a été relancé. Même si les grandes entreprises pharmaceutiques, TI, etc., continuent à fonctionner, ces petites entreprises-là, ces petits entrepreneurs-là, ces entrepreneurs-là qu'on ne valorise pas beaucoup, ils ont eu de la misère à s'en sortir. Et il y a comme un mouvement économique disant que quand on investit dans les grands secteurs économiques, les secteurs qu'on dit moteurs, le reste suit naturellement. Le service suit, la consommation suit. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper de ces entrepreneurs-là. On a quand besoin de s'occuper des grands secteurs économiques, puis tout va bien aller. Mais là, les 10 dernières années nous ont, à mon avis, appris que c'était pas le cas. Qu'il fallait s'occuper de ces entrepreneurs-là et que c'était drôlement important socialement pour tout le monde, de s'occuper de nos commerces de quartier, de nos entreprises de services, de nos entreprises, parce que c'est ça qui est la vitalité de notre territoire. Euh, Puis là, la gauche en moi va te parler, Kim, mais je suis à la CEDEC de Québec. Pour moi, il faut mettre le capital au service de l'humain et non pas l'humain au service du capital. Et je trouve qu'avec les crises climatiques, avec les crises sociales, les multiples crises sociales qu'on vit actuellement, crise de main-d'œuvre, crise de logement, crise d'itinérance, crise planétaire, crise climatique, tout ça nous ramène à dire c'est quoi le modèle de développement économique que nous voulons. Et moi, je pense qu'il faut réviser ça et qu'il faut peut-être s'attarder à des entreprises qui ont un impact plus positif sur les gens, donc qui sont plus près des gens, et ça implique beaucoup d'entrepreneurs qui sont issus des diversités. J'aime pas ça dire la diversité parce qu'il y a des diversités. Oui, c'est Et vrai. souvent, on porte plusieurs diversités dans un même individu. Donc, c'est ça, moi, qui m'interpelle.
et qui nous interpelle comme CEDEC, c'est de semer la graine. Puis je pense que c'est les organismes de développement économique, ils le voient. Ils voient des entrepreneurs qui portent d'autres types d'ambitions. On parle beaucoup d'entrepreneuriat d'impact maintenant, hein, de dire, est-ce que je peux avoir une entreprise qui n'aura pas un impact négatif, mais qui va avoir un impact positif, tant sur le plan environnemental que social? L'externalité d'une entreprise, elle n'est pas qu'économique. Donc, et ça, moi, je trouve que les entrepreneurs issus de la diversité ont beaucoup à nous apprendre là-dessus. Il y a beaucoup de richesse au travers d'elle, des nouvelles idées, beaucoup de débrouillardise aussi. Et souvent, avec les acteurs économiques, ben, je veux dire, dans des modèles plus traditionnels, on veut pousser un peu trop l'innovation alors qu'on oublie que l'innovation, elle est tout près dans des solutions très simples qui sont portées justement par la diversité, les entrepreneurs de la diversité. Parce que la diversité, c'est avant tout une diversité de points de vue. Oui, Quand on parle d'innovation, on dit souvent, pour innover, faut penser autrement, faut sortir de la boîte. Mais si on essaie d'innover avec tout du monde qui ont été formatés dans la même boîte, là, ça va être difficile. Alors que les gens de la diversité, parce qu'ils ont une expérience de vie différente, parce qu'ils sont confrontés à différentes problématiques, à différents enjeux, à différents obstacles, ils ont un point de vue différent sur la façon de mener de l'avant sur les solutions qui peuvent être apportées. Et c'est ça toute la richesse de l'entrepreneuriat, de la diversité, de l'entrepreneuriat inclusif, c'est de multiplier les points de vue. Fait que, si on multiplie les points de vue, c'est sûr qu'on a une capacité d'innovation qui est beaucoup plus grande. Puis ça a une valeur, ça a une valeur incommensurable, tu sais. inestimable. Puis on arrive Ouais. déjà à la dernière question, Isabelle. Ce serait quoi la prochaine étape pour inclure un peu plus d'entrepreneuriat inclusif dans la communauté d'ici les prochaines années? Ce serait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça bouge enfin, qu'on comprenne l'importance de cette diversité-là, puis qu'est-ce qu'elle peut apporter encore plus pour que plus d'acteurs économiques se rejoignent à cette cause-là? Tu sais, je me dis souvent, on peut former les gens, on peut les sensibiliser, on peut leur faire ouvrir les horizons, on peut changer des programmes, on peut changer des politiques, mais fondamentalement, ça reste des relations humaines, l'économie. Ça reste des relations entre des individus, entre des gens qui sont dans des organisations de soutien, des gens qui sont entrepreneurs, entre des employés à l'intérieur d'une entreprise. Fondamentalement, ça reste de l'humain. Puis, je disais récemment, quand est-ce que, tu sais, comme accompagnateur entrepreneuriaux ou DG d'organismes de développement économique, on va souvent dans les dîners de chambre de commerce, puis on va toujours dans les mêmes tables à peu près. Je disais, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé à un gala de la communauté noire dans votre, c'est pas nécessairement lié à l'entrepreneuriat ou au développement économique. Quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé dans une activité du regroupement des sourds de votre région? Quand est-ce que la dernière année, vous êtes allé à la rencontre des gens issus de la diversité? Parce que souvent, j'entends dire, ben, nous, on est ouverts, mais ils viennent pas vers nous. Mais non. Mais pourquoi ils viennent pas vers vous? Un, parce que vous les invisibilisez, souvent, on en a parlé tout à l'heure, mais parce que vous allez pas vers eux non plus, puis Exact. ils ne comprennent pas qu'ils peuvent entrer en relation avec vous, puis vous n'êtes pas conscient de leur réalité parce que vous n'allez pas les voir, puis vous n'allez pas leur parler sur leur terrain à eux. Fait que moi, mon objectif, c'est qu'un DG d'organisation de développement économique ait dans son agenda pas juste des dîners de chambre de commerce, mais aussi des dîners d'un spectacle culturel de gens de la communauté noire, de ci, de ça. Sortez, De ouvrez sortir les de son portes, environnement ouvrez les habituel. horizons. C'est ça. Ouvrez les portes, ouvrez les oreilles, puis vous allez voir de manière tout à fait naturelle il va y avoir plus de gens issus de la diversité dans vos programmes de soutien, dans vos offres dans vos incubateurs, c'est des relations humaines. Il faut établir des ponts. Il faut essayer de comprendre leur réalité, ne pas la nier non plus, puis faire des petits pas comme ceux-là. Puis les choses se font naturellement par la suite.
Mais je pense que déjà dire d'aller à la rencontre de ces gens-là, d'aller sortir nous-mêmes de notre réseau habituel est un point à soulever énormément important. Donc, si vous allez dans la des chambres de commerce, ben, c'est tout le temps le même monde. Mais si vous allez juste dans un événement d'entrepreneurs en situation de handicap, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est où est-ce qu'il y a la diversité. Déjà, vous allez découvrir des nouvelles réalités, puis vous allez être sensibilisé à ces réalités-là, puis vous allez avoir le goût aussi d'agir, de ramener ça dans des modèles traditionnels. Des entrepreneurs, il n'y en a pas que dans les événements d'entrepreneuriat. C'est vrai? Si moi, je vais à un dîner de la communauté africaine ou dans un festival quelconque ou dans un événement, je vais en rencontrer des entrepreneurs. Même si je suis pas dans un événement d'entrepreneuriat, ces contacts-là où je vais rencontrer des gens qui connaissent des entrepreneurs, c'est juste d'être visible là, aussi, puis d'ouvrir le dialogue, puis de changer nos pratiques, parce que le visage de l'entrepreneuriat, il change. Oui. Le Québec change. Le Québec est dans une transition démographique à vitesse grand V depuis 10 ans. On est de plus en plus conscient de la valeur et des freins auxquels sont confrontés, des inégalités auxquelles sont confrontés certains groupes plus marginalisés de notre société. Puis tu sais, on parle de personnes qui vivent avec un handicap, on parle de minorités visibles, on parle d'immigrants, on parle de jeunes, mais la diversité, là, tu sais, des gens qui sont victimes de discrimination, c'est aussi sur l'âge, c'est aussi sur la classe sociale, c'est aussi sur le niveau de scolarité, c'est tout ça, la diversité aussi. Fait que c'est sûr que si vous vous adressez juste à des gens qui ont fait, je sais pas moi, une maîtrise en administration des affaires, dans une université québécoise puis qui porte un projet. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Non. L'entrepreneuriat, c'est la volonté de créer de la valeur dans une société, puis c'est de la valeur économique, de la valeur sociale, de la valeur environnementale. C'est ça, entreprendre. C'est créer de la valeur, d'abord et avant tout. Fait que des gens qui veulent créer de la valeur, il y en a beaucoup, beaucoup dans notre société. Fait qu'ouvrez les horizons et accueillez-les en grand nombre avec l'ambition qu'ils portent. Mais essayez pas de transposer votre ambition à un entrepreneur. Puis ça, on le voit souvent, de rencontrer un entrepreneur qui dit, ben moi, je veux créer une petite entreprise qui va se mettre au service de ma communauté locale ou de mon groupe. Puis c'est ça, mon ambition entrepreneuriale, c'est d'aider ces gens-là. Puis là, on va te dire, ah, t'as-tu pensé à l'exportation? Puis t'as-tu pensé à telle affaire? Puis t'as-tu pensé? Puis là, dans 5 ans, quand est-ce que tu vas faire ton premier million de chiffre d'affaires? C'est comme, attends, là. Mais toi, à l'écoute de l'entrepreneur devant toi, c'est peut-être pas ça qui porte comme ambition. Ton rôle à toi comme accompagnateur entrepreneurial, c'est de te mettre au service de son ambition à lui. C'est pas de se mettre au service de ton ambition à toi comme organisation parce que tu as des comptes à rente à tes bailleurs de fonds sur le nombre d'exportateurs. Fait que ça, faut que ça change. Faut qu'on se mette au service des entrepreneurs. Mais je pense que ça conclut très bien notre entrevue ensemble. C'est important qu'on se mette au service, puis qu'on soit à l'écoute tout simplement des gens qui ne viennent pas des mêmes milieux que nous, puis que ces gens-là peuvent énormément nous apporter. Je te remercie énormément, Isabelle, Ça fait pour plaisir, ta Kim. discussion.